Bonjour et bienvenue à une autre émission de Sur le sofa avec Stéphanie. Comme vous le savez, le concept de l'émission, il est simple, il n'y en a pas. Alors, nous avons un très beau sofa, nous avons un invité et nous avons une conversation avec un résident ou un citoyen de Clarence-Rocklin. Aujourd'hui, veuillez accueillir Michelle Paquette. Bonjour Michelle, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci d'avoir pris quelques instants pour être sur mon sofa. Évidemment, tu sais, le concept de l'émission, on y va avec un peu de l'improvisation, mais on boit quelque chose. Puis tu nous as choisi quelque chose de fantastique, puis on va savoir pourquoi aussi. On prend un café, du café joyeux. Oui, merci. Donc, ça, c'est vraiment hot. Il est de bonne heure le matin. Des fois, on a besoin de se réveiller un petit peu. Oui, il n'y a rien de mieux moment. qu'un bon café, chin. Puis c'est le seul café aussi qui est autre que Tim Hortons, Oui, faut le absolument. mentionner. Donc, c'est bien, puis il est très bon. Oui, seul café aussi qui est biologique et équitable. Ah! Oui. Bien, dis-moi, c'est quoi la différence biologique et équitable? Tant qu'on est là, tu sembles connaître un peu sur le café, donc je me suis dit, on va commencer par cette question-là. Donc, biologique, ça réfère à la manière que... à l'agriculture en tant que telle. Donc, c'est une agriculture qui est biologique. Donc, on n'utilise pas de pesticides, par exemple. Puis ça fait qu'on consomme un produit qui est sans pesticides, donc c'est meilleur pour la santé. Après ça, équitable, ça revient au système économique qui produit ce café-là. Puis là, comme que ça le dit dans le mot, c'est équitable. Donc, c'est plus équitable la manière qu'on va acheter le café. Ça Est-ce que ça a rapport aussi avec les employés? Oui. Parce que me semble que j'avais lu un reportage là-dessus. Oui, c'est ça. Donc, ça offre des... Les conditions de travail, dans le fond, sont meilleures. OK. Oui. Les relations de travail sont meilleures avec OK. l'équitable. Oui. Parfait. Donc, c'est ça que c'est biologique et équitable. Oui. Puis, fait aussi à Clarence-Rocklin, dans ce sens torréfié à Oui, Clarence-Rocklin. torréfié à Clarence-Rocklin par Michael. Oui, Oui. Michael Shore. Michael Shore. C'est ça. Oui, Parfait. mon merveilleux copain et propriétaire du Café Joyeux. Ah, ben, regardons Maître ça. torréfacteur. Super. On va en parler plus tard, ça, c'est sûr. Mais je vais commencer par apprendre à connaître qui est Michelle. Oui. Donc, Michelle, d'où viens-tu? Donc, moi, je suis née à Ottawa, Oui. dans le magnifique quartier de Vanier. Oh! Oui. Donc, après ça, moi puis ma famille, on est déménagé à Gatineau, où que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après ça, moi, Gatineau, c'était ciao, bye, fini. Je Ouais. suis déménagée à Montréal pour faire mes études, où j'ai passé les 10 dernières années de ma vie. Puis c'est seulement dans la dernière année que je suis déménagée à Ottawa avec Michael. Puis passé aussi une très bonne partie de ma vie à Rockland, où que je l'aide à runner le café et où je travaille à la bibliothèque aussi, la bibliothèque publique de Clarence-Rocklin. Wow! Ouais. C'est comme une biographie speed Oui. de Michelle. C'est vraiment drôle. Oui. Mais on y va pas juste avec une biographie speed. On va recommencer au début. Alors, tu nais à Vanier. Tu restes à Vanier pendant combien de temps? Jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans. OK. Puis là, il est venu la grande décision, est-ce qu'on veut que Michelle aille dans le système d'éducation en Ontario ou on veut qu'elle ait une éducation au Québec? Et là, mes parents ont décidé, on s'en va au Québec. Qu'est-ce qui les a fait choisir le Québec plutôt que l'Ontario? Je pense que Oui. les maisons y étaient peut-être plus accessibles. Tu parles le prix des maisons. Oui, c'est ça, exactement. OK. Parce qu'on le sait, évidemment, au Québec, une maison, pour la même maison en Ontario, au Québec, il y a quand même une bonne différence. Oui. Puis là, on parle dans les années début 90. Puis je connais vraiment pas le marché des maisons, mais à ce que je sais, c'était une meilleure option pour eux autres. Oui. Puis à ce moment-là aussi, on vient dans un tout petit appartement sur la rue Saint-Charles. Vanier. Oui, c'est ça. On s'entend pour dire que Vanier, hein? Oui, ben C'est Vanier. Vanier, ben moi j'adore Vanier. T'adores Vanier? C'est malheureusement un de ces quartiers qui a beaucoup de problèmes de pauvreté, qui a des problèmes en tout cas, il y a beaucoup de problèmes sociaux. C'est un peu abandonné comme quartier. Mais j'adore Vanier. Qui a une mauvaise réputation, évidemment, parce qu'on sait tout qu'est-ce que c'est. Là. Quand tu dis « il vient de Vanier »,
Ça a comme un stigma, là. Ça a un stigma, mais en même temps, en tout cas, c'est aussi plus grande population francophone aussi à Ottawa. C'est vrai. Historiquement aussi, c'est une population qui est ouvrière. C'est assez particulier comme quartier. Ouais. Est-ce que tes parents étaient ouvriers ou... Mais ma mère, elle a travaillé toute sa vie à CHIO, l'hôpital des enfants. Nice. Oui, c'est ça, dans le côté plus administratif. Puis mon père, lui, c'est un spécialiste en éclairage. En éclairage de scène? Non, pas de scène. Ça va surtout être dans le commercial, dans les lieux publics, mais sa passion, c'est vraiment la lumière. Hein? Ouais. Wow! C'est vraiment tout un... Ouais, non, c'est cool. Oui, c'est vraiment l'art, comme l'artistique et le scientifique. Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment cool. Et donc, tu déménages à Gatineau. Donc, tu fais ton éducation au Québec. Alors, décris-moi quel type de personne tu étais quand tu étais jeune. Quel type de personne que j'étais quand j'étais jeune? Tu sais, dans la salle de classe, tu étais typiquement la personne qui... 3 petits points. C'est une super bonne question. Moi, ça me fait juste penser à un commentaire que j'ai eu en 5e année de mon professeur Michel Tessier. On le salue. Puis il avait dit à ma mère que j'étais une personne caméléon. Donc, dépendamment à qui que je parle, je vais absorber, imiter l'énergie. Donc, si j'étais assis à côté d'un petit tannant, je devenais la petite tannante. Si j'étais assis à côté de la petite fille tranquille, j'étais la petite fille tranquille. Donc, ils t'ont assis à côté de quel type de personne quand tu étais jeune? Je veux dire, moi, je pense que j'ai passé à travers tout le buffet là, des différentes personnalités. Oui, c'est ça. Mais de manière générale, j'étais une enfant qui aimait pas les sports. J'aimais pas vraiment ça jouer dehors. Moi, c'était vraiment dessiner, être assez intérieur, les activités relax. T'étais un petit peu plus artistique? Oui, définitivement. Quel type d'art que t'aimais beaucoup? Quand j'étais jeune, j'ai pris des cours d'aquarelle, j'ai pris des petits cours d'art plastique. Je pense que j'ai pas mal fait... As-tu fait de la petite céramique, là? Céramique, ça, c'est un peu... c'est fancy, j'aurais voulu, j'en ai jamais fait. Mais beaucoup de peinture, beaucoup de peinture et dessin. OK. Et donc, après, tu t'en vas, évidemment, au secondaire. Oui. Alors, comment c'était ton secondaire? C'est là-bas que j'ai rencontré mes meilleurs chums de filles. Oui. Oui, c'est là que je suis devenue punk aussi, à l'âge de... oui, à l'âge de 14 ans. Oui, ça, c'était vraiment quelque chose. Mais aussi, c'était là que j'ai vécu beaucoup d'intimidation. Oui. Oui, ce qui est quelque chose que je pense que beaucoup de personnes peuvent... qui ont peut-être déjà vécu. Oui. Mais oui, l'intimidation, ça a été une grosse partie de mon secondaire. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais dès que je suis arrivée au cégep, c'était fini. On va en parler un petit peu d'intimidation parce que, un, ça existe pas mal plus qu'on pense. Deux, ça a changé de forme aussi depuis tant d'années. Dans ce temps-là, ça se parlait pas beaucoup. En tout cas, t'as environ mon âge. Puis, tu sais, moi aussi, j'en ai eu de l'intimidation quand j'étais jeune. Ça venait de qui, ton intimidateur? C'était surtout des garçons. Oui. C'était des fois des filles, mais surtout des garçons. C'était définitivement des formes d'harcèlement qui étaient définitivement genrées, qui étaient définitivement des fois de nature sexuelle. Oui, c'est même que je les décrirais. Ça avait-tu rapport aussi au fait que tu avais décidé un style qui est totalement différent? Parce que être punk, c'est d'assumer aussi qu'on est différent. Oui. Mais pas juste de l'assumer, de le montrer à tout le monde de façon, assez élaborée. Là. Tu sais, je veux dire, tu le caches pas, là, c'est pas sur un petit tatou là, en arrière de ton épaule. C'est là. Oui. Donc, puis aussi qu'on était des filles. On était une gang de filles que nous, on a décidé... Nous, on veut se teindre les cheveux, on veut porter du gros maquillage noir autour des yeux, on veut être un peu crotté, on veut porter des patchs avec des noms de bandes sur nous. Là, je vais te poser la question, puis peut-être tu le sais, mais comment tes parents ont réagi à ça? Parce que veux pas... Mes chers parents, ça fait comme un... tu sais, quand tes parents, tu veux pas, tu sais, puis... Comment ils ont réagi? Mes parents m'ont tout le temps supportée. Puis je pense qu'ils ont semé très jeune chez moi la graine de la rébellion. Oui?
Puis, des fois, il y avait des limites. Mettons, je sais pas si tu te rappelles de cette mode-là, ben ça existe encore, là, étirer le... Ben oui, je m'en rappelle. Ça, je me rappelle, j'avais commencé à le faire. Oui. Puis ça, mon père, c'était comme... Non. Là, ma fille, ça passe pas au comité. Ça a des conséquences, Exactement. parce que ça revient jamais aussi bien que c'était, là. Oui, en effet. Fait que ça, mettons, c'était une des limites. Mais mes parents m'ont tout le temps supporté dans mon amour pour la musique, pour cette culture-là. Ils m'ont tout le temps fait les livres pour aller à Ottawa, pour aller voir les shows de punk, puis ils venaient me chercher après, puis m'acheter mon linge au Village des Valeurs que je découpais, que je cousais des choses dessus. Puis... sac à papier. Oui. Mais tu m'as dit quelque chose qui m'a interpellée tout à l'heure. Tu m'as dit, ils ont semé la graine de ta rébellion. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi qu'eux autres t'ont semé cette graine-là? C'est une super bonne question, encore une fois. Mon père, je dirais que c'est qu'il a une âme, que l'âme rebelle. Ma mère aussi, définitivement. Puis je pense qu'ils ont voulu me socialiser comme une jeune femme forte qui était capable d'avoir ses propres opinions, qui était capable de se défendre. Je me rappelle quand ils m'avaient inscrit à des cours de basketball, j'haïssais ça pour crever. Puis j'étais pas très bonne, mais ils m'encourageaient tout le temps. Let's go, Michel, sois plus tough, et pas peur, vas-y, fonce. Fait que je pense que ça a toujours fait partie. C'est ça fait partie de moi grâce à eux. Là, je vais te poser une dernière question là-dessus. Tu as choisi le punk. Qu'est-ce qui t'a attiré de premier du punk? Qu'est-ce qui m'a attiré en premier? De ce genre-là, oui. Définitivement, la musique. Oui. L'agressivité, les chansons courtes, le contenu parfois, même si j'avais pas la meilleure compréhension des idées politiques, des idées subversives, je sais que dans cette musique-là, ça venait me chercher quand même si je comprenais pas au complet de quoi qu'est-ce qu'il disait. Ouais, c'est ça. Le look de manière générale, dans les spectacles, l'énergie qu'il y avait dans la salle, d'être avec mes chums de filles, de se brasser, de se donner les petits coups, de sauter. Les beaux petits gars punk aussi. Les petits gars punk qui sont cute. Ouais. Les petits gars punk sont cute. Oui, c'est ça. Puis, non, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, tu as vécu toute ton adolescence secondaire punk? Il y a eu quelques évolutions de différents styles qu'on n'a pas besoin de nommer, mais... C'était un peu humiliant, je pense. Il n'y a pas de photos, heureusement. C'était ma prochaine question. J'ai dit, sont où les photos, tu sais? On veut voir! Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Le secondaire, pour moi, ça a vraiment été une période d'expérimentation de différents styles. Puis, C'est super intéressant. Puis on va continuer avec toi. Mais tu crois-le ou crois-le pas, on a déjà fait 15 minutes, donc c'est déjà le temps pour la pause. Et donc, pour vous à la maison, restez avec nous parce qu'après la pause, on continue à découvrir Michel Paquette. Alors, bon retour de la pause. Si vous n'étiez pas là pour le premier segment de cette émission, nous étions avec Michel Paquette. Michel nous a parlé un peu de sa jeunesse, de son adolescence. On n'a pas terminé avec elle, bien évidemment. Michel, il reste plein de choses à parler de ta vie. T'en as fait beaucoup. Oui. Parce que, évidemment, l'endroit le plus intéressant de ta vie, c'est souvent après l'école. Oui. Tu sais, on sort de l'école, puis on dirait qu'on s'émancipe d'une certaine façon. On devient vraiment ce qu'on veut devenir. On n'a plus cette pression-là sociale avec les jeunes, tu sais, quand on est jeune, etc. Donc, toi, j'imagine, tu es au Québec, tu t'en vas au cégep. Oui, absolument. Tu découvres quoi au cégep? Je découvre c'est quoi pas porter un uniforme. Oui. Je découvre le cinéma. Parce que là, je vais étudier en cinéma, dans le profil arts et lettres. Je découvre l'histoire de l'art aussi à travers mes cours. C'est là aussi que je découvre faire le party. Parce qu'avant ça, c'était pas à l'agenda. Non, hein? 18 ans, non. Ouais.
Ça, c'est assez particulier parce que, tu sais, qu'on est tous ados, on prend tout, tu sais, on va tout prendre un petit peu de pierre, un petit peu de ci. Mais toi, c'était pas ça, là. Non, moi, j'étais ce qu'on appelle encore straight edge. Oh, Oui, OK. c'est ça. Fait que c'était pas de drogue, pas d'alcool. C'était relié aussi à un mouvement de musique, évidemment, parce que ça... comme Le on a mouvement dit, punk était dans cette punk, veine-là? Parce... hardcore. Ouais. Il y avait des groupes qui se réclamaient être straight edge, qui avaient de la musique à propos de ça. OK. Puis ouais, ça a définitivement fait partie de mon adolescence. Fait que, Nice. à tous les soirs, quand je partais de chez nous, puis là, mes parents me demandaient « Ah, tu t'en vas faire le party? » Puis c'était comme... Pas vraiment. Non, en fait, je m'en vais dans le sol de mes amis de filles. On va écouter la fille. Ouais, c'est ça, manger des chips, puis... Ah, c'est ça que c'était ta rébellion. C'était manger des chips. Oui, beaucoup de chips, beaucoup de Pepsi. Ouais, c'est C'était les chips au barbecue. Tu sais, t'as quand même utilisé les chips les plus hot, le barbecue. les plus subversives. Et donc, tu découvres le party au cégep. Oui. Tu finis ton cégep, tu t'en vas à l'université. À Montréal. Ouh! Oui. Donc là, c'est la transition. Je pars de Gatineau. Bye bye, Sagnora. Oui, à 18 ans. On s'en va à Montréal. Oui, premier appartement. Oui, c'est ça, à Montréal. Puis là, c'est pour mes études universitaires. Tu t'en vas en quoi? Là, je m'embarque pour ce qui va être un parcours de 10 ans en histoire de l'art, puis en études féministes. Nice! Oui. Pourquoi? Pourquoi ces deux sujets-là? Parce que, un, c'est l'histoire, l'autre, c'est féministe. Oui. Tu me dis 10 ans, donc ça veut dire que tu veux faire un doctorat. Donc, tu as l'intention de faire quoi avec ça? Ben finalement, c'est ça. J'ai abandonné mon doctorat, puis j'ai abandonné... Ben pour l'instant, j'ai pas trouvé d'emploi dans le milieu de l'histoire de l'art ou des études féministes. C'est sûr que je garde tout le temps l'œil ouvert. Puis là, je m'enligne en ce moment vers autre chose. Mais l'histoire de l'art, c'est vraiment venu pendant le cégep, pendant mes premiers cours d'histoire de l'art, puis d'être devant l'œuvre, d'être devant le visuel, de créer un regard critique par rapport à ça, de créer un regard analytique, c'est vraiment venu me chercher. Surtout l'aspect de l'histoire, dans le fond, parce que faire l'histoire, l'évolution des arts, c'est aussi faire regarder l'évolution de la société, des relations sociales. Puis là, dans mes premiers cours d'université en histoire de l'art, c'est là que j'ai commencé à avoir mes premiers cours sur l'histoire de l'art des femmes. OK. Donc, comment est-ce que les femmes ont été exclues historiquement de ce milieu-là. Après ça, pour avoir rencontré, découvrir toutes les artistes femmes, ça a été vraiment comme wow, femmes incroyables qui ont amené beaucoup d'idées intéressantes à travers leurs œuvres d'art. Puis là, c'est là que j'ai été comme exposée aux idées féministes, dans le fond. Puis après ça, dès que ça a commencé, ça a été comme un gros effet boule de neige, où que là, j'ai commencé à participer au Centre des femmes de l'UQAM, rencontrer d'autres jeunes féministes, commencer à organiser avec elles les activités. Puis là, en 2012, il y a eu la fameuse grève étudiante. Puis là, c'est là que mon féminisme, mon âme politique, mon âme militante a vraiment éclos, vraiment grandi rapidement. Tu as découvert, c'était quoi? Tu sais, tu t'en vas dans les études féministes. OK? Donc, tu t'identifies à titre de féministe. Absolument. OK, super. Là, on va parler de féministe parce que, tu sais, moi, je travaille avec des gars puis je dis tout le temps que je suis féministe, etc. C'est quoi être féministe? C'est quoi être féministe? C'est une autre très bonne question, Stéphanie. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, dépendamment de où que tu te situes sur le grand spectre du féminisme, parce que les idées féministes sont très complexes, sont très différentes. Il y en a beaucoup qui vont dire que c'est juste qu'on revendique l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une idée, c'est un projet. Après ça, comment que ça se passe dans la vie de tous les jours, c'est très différent. Donc, pour moi, être féministe, c'est comment est-ce qu'on peut changer la situation matérielle des hommes et des femmes pour qu'il y ait une égalité entre les deux. Puis, moi, je suis du type de féministe que les différences biologiques, ça veut pas dire grand-chose. Que c'est pas le biologique qui va déterminer comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on va être traités. Ça sera jamais sur la base d'une différence, c'est ça, dans le corps qui va faire qu'on devrait être traité d'une certaine manière ou pas.
est-ce que tu crois, puis là, ben, c'est parce qu'il y a différents types de féministes. Oui. Donc, évidemment, je veux cerner un peu qui tu es à titre de ça, mais est-ce que tu crois que il faut qu'il y ait des biais envers les femmes? Donc, il faut que ça soit plus facile pour une femme que pour un homme, dans n'importe quoi. Ou il faut qu'à compétence égale, on ait tous droit à ce qu'on a besoin? Je crois que en tant que société, il faut qu'on trouve c'est quoi les racines de l'oppression des femmes, de l'exploitation des femmes, puis qu'il faut aller à cette racine-là pour trouver c'est quoi les leviers les plus importants pour trouver une égalité entre les hommes et les femmes, mais que ça va nécessiter une lutte incroyable, puis qu'on n'est pas proche d'être là encore. Mais selon toi, est-ce qu'on a évolué? Est-ce que la situation des femmes, où est-elle rendue selon toi? La situation des femmes, elle a évolué, elle évolue constamment. À cause que les femmes se mobilisent, s'organisent, puis on peut pas être ignoré, dans le fond. Toutes les fois que les demandes sont faites, on fait avancer les choses dans la société. C'est sûr que, dépendamment de où est-ce que t'es dans le monde, de quelle expérience que tu vis, que ça va être différent, de quel gouvernement que t'as, que ça va être différent. Que tu sois une femme autochtone, une femme noire, une femme blanche, tout ça, ça va influencer ton expérience de femme. Si t'es pauvre ou si t'es riche, ça aussi, ça va vraiment influencer ton expérience en tant que femme. Donc, c'est difficile de cerner comme c'est quoi la situation globale de toutes les femmes parce que ça varie de manière différente. Là. Mais de manière générale, comme on est dans une société, on vit dans une société patriarcale, puis c'est ça le bottom line. Les femmes se font encore moins payées que les hommes. On est encore cantonné dans des emplois qui sont historiquement féminins. Ça va être souvent du temps partiel, ça va souvent être du contractuel. On va souvent retrouver les femmes en éducation, dans les soins, qui sont encore des milieux de travail qui sont extrêmement difficiles. On n'injecte pas beaucoup d'argent dans ces milieux-là, donc ça serait ça. C'est juste on gratte vraiment là, à la surface de la conversation. Là. On gratte, puis je sais qu'on n'a pas tant de temps que ça. C'est peut-être un autre sujet de conversation à avoir une autre fois sur mon sofa. On ne sait jamais. Mais là, je veux parler de ton histoire d'amour avec Mike. Oh, OK. Parce que c'est intéressant, parce que vous avez fait du longue distance. On parlait de ça avant de se rencontrer. Donc, comment vous vous êtes rencontrés, Mike et toi? Donc, c'était des vacances d'été. J'étais allée chez mes parents à Gatineau. J'étais dans mon bain. C'était vraiment plate. Il n'y a pas grand-chose à faire avant lieu. Je prends mon téléphone, je vais sur Tinder. Là, je mets... oui, c'est ça. Tinder date? Oui, c'est ça. Là, je regarde les boys là, dans le hood. Puis là, je vois... le beau Michael. Les boys of the hood. Ouais. Puis là, on a un match tout de suite, puis on commence à parler, puis il est juste tellement gentil, il écrit tellement bien. Je suis vraiment impressionnée par juste la qualité de la conversation. Puis, on n'a pas réussi à se voir dans cette semaine-là que j'ai été à Gatineau. Je suis repartie à Montréal. Puis lui, finalement, je pense 1 semaine ou 2 semaines après, il était comme « Michel, je prends mon char puis je m'en viens te voir. » Sérieux? Oui, à Montréal. Oui, fait qu'il vient à mon appartement puis c'était Ça a-tu fait comme le coup de foudre? Comme... Décris-moi la première fois que tu l'as rencontré, parce que, tu sais, comme je pense à ça, puis je me vois un peu dans votre situation. Décris-moi ça. Oh, c'est cute, ça. Je suis dans mon appartement, il monte les marches, puis là, il rentre, puis là, je vois un homme qui est vraiment hippie, un peu crotouilleux. Crotouilleux! Nice! Qui est un peu gêné. Puis c'est le Michael... je le décris, puis les gens qui le connaissent en ce moment au café, c'est le contraire, tu sais. C'est comme, tu vois, un beau jeune homme, propriétaire, bien habillé, propre. Mais moi, quand j'ai rencontré Michael, il était encore monsieur hippie, comme qui venait de faire, tu sais, qui venait d'apprendre comment devenir professeur de yoga, qui avait travaillé beaucoup dans des fermes. Fait que, tu sais, il était très près de la terre, là, près de la nature. Ouais, c'est ça. Ça a fait comme wow. J'étais comme... OK,
on va jaser. Puis, ouais, la conversation était super bonne. Belle écoute, vraiment doux, vraiment gentil. Puis, ouais, c'est ça. Ça l'a cliqué tout de suite. Est-ce qu'on ressent ce petit, tu sais, les petits papillons dans l'estomac, puis toute cette affaire-là, quand on a cette connexion-là instantanée? Ouais. Moi, je pense que les papillons sont venus comme graduellement. Ouais. Parce que c'était la première fois que je n'étais pas juste attirée par quelqu'un, par son apparence, puis que c'était vraiment juste comme son fort intérieur. Son âme, sa personnalité. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment... Tout ça était très, très naturel, très organique. Et donc, comment qu'on entretient une relation en distance? Oui, la question qui tue. Oui, les relations à longue distance, il faut que ça se fasse dans le respect. Oui. Faut que ça se fasse dans la communication. Oui. Moi, je pense limiter les appels. Ouais. Comme pas se texter à chaque minute, comme Ouais. peut-être un appel par jour, un appel aux quelques jours. Oui, c'est ça. Puis planifier les visites. Même si tu le vois pas avant une semaine, 2 semaines, au moins avoir comme un point dans le temps où tu sais que tu vas voir la personne. Puis ça a duré combien de temps entre... Le longue distance. Oui, le longue distance, parce que là, on le sait maintenant, vous êtes ensemble. Oui, c'est ça. Donc, ça dure combien de temps avant qu'on décide, hey... Nous, ça a duré 1 an. 1 an? Oui, 1 an. Puis, un moment donné, après 4 ans de doctorat, j'ai décidé d'abandonner ce parcours-là. Ça fonctionnait plus pour moi. Puis, c'était comme dans 1 mois, j'étais déménagée à Ottawa avec lui. Puis... Oui. Oui. Puis là, ça a commencé de là. Oui, c'est ça. Là, on va parler vite, parce que Café Joyeux voit le jour quand tu arrives ici, etc. Donc, comment qu'on commence Café Joyeux, puis pourquoi qu'on commence ça dans le milieu de Rockland? Ouf, belle question. Michael a rencontré le fameux Joël Belland, oui, qui était le propriétaire de Café de Joël. Café Joël, Café Joël, oui, c'est ça. Michael a travaillé sur la ferme de Joël. Ah, OK. Oui, c'est le même qu'ils se sont rencontrés. Puis là, à un certain point, Café de Joël est fermé. Une histoire très triste. Puis là, un moment donné, les gars, ils se sont dit « Hey, on recommence. Pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas ça de faire ça ensemble? » Joël qui amène tout son savoir, Michael qui amène le côté plus physique, là, le legman, comme qu'il dit. Puis ils ont trouvé un local sur Laurier, fait installer la machine. Le torréficateur ou quelque chose de genre. Le cafétateur, oui. Ta patente, puis, là. la patente très chaude. Puis, fait rentrer les premiers grains. Évidemment, les gens connaissaient déjà les connaissances de Joël, le produit de qualité qu'il est capable de produire. Donc, ça n'a pas été difficile que les gens soient excités de revenir goûter à ce produit-là. Mais crois-le pas, Michel, c'est déjà terminé. Ça va extrêmement vite. Je pense qu'on aurait pu parler encore 1 heure sans problème. Et donc, il va falloir que tu reviennes sur mon sofa éventuellement. Je vais finir avec cette question-ci. Là, ça fait une demi-heure que tu es dessus. De 1 à 10, comment trouves-tu mon sofa? Honnêtement, 11 sur 10. Oh! Oui. 11 sur 10. Pour la couleur, juste le confort général. Le confort général, quand même, pour un sofa gonflable. Oui. Ouais. En effet. Puis, petite dernière question, pourquoi tu as choisi le musée de Clarence Rockland? Parce que j'étais jamais venue. Ça faisait partie de ma liste de places où aller. J'adore l'histoire, l'histoire locale. Monsieur Chartrand, le propriétaire, c'est une légende, là, je veux dire. Donc c'était vraiment... ça allait de soi. Et voilà. Ouais. Et donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié découvrir Michel Paquette. Et puis, restez avec nous, car nous allons avoir une autre émission prochainement de Sur le sofa avec Stéphanie.